Je voudrais tout d'abord remercier beaucoup Florence Blondon pour ce qu'elle a dit, parce que d'une certaine façon, elle a résumé ce que je vais vous dire, et elle a parlé de cette femme peintre, Artemisia, dont on connaît un certain nombre de tableaux qui évoquent le viol dont il a été question. Et peut-être que la différence entre l'époque d'Artemisia et l'époque que nous vivons, c'est que si elle a pu devenir une femme peintre célèbre, si elle a pu se relever après ce viol et ce mariage forcé, c'est parce que son père et son art l'ont aidée. Aujourd'hui, nous avons la chance, dans le monde dans lequel nous vivons, de ne pas être simplement relevé par une personne, mais de vivre dans une société dans laquelle les femmes, la moitié de l'humanité, a des droits et pas simplement la possibilité d'avoir une personne qui vous aide. Alors, il a été dit aussi que peut-être ce n'était pas un hasard que les présidentes de cette association soient des protestantes. Vous avez évoqué Christiane Delteil, mais en fait, il y en a d'autres. Donc le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de l'Hérault, que je préside, après Christiane Delteil, a été d'abord créé par une autre protestante que vous connaissez moins peut-être parce qu'elle n'est pas montpelliéraine, c'est Myriam Moucheboeuf de Castries, qui en 1981-82 est arrivée à créer cette association, et puis une quatrième que vous connaissez peut-être, qui est Marielle Flessier. Et donc je suis la dernière, la petite dernière de cette lignée de femmes engagées pour les droits des femmes. Sans remonter jusque à l'époque biblique ou aux femmes dont il a été question tout à l'heure, j'avais prévu de vous parler des 60 dernières années qui ont vu l'évolution des droits des femmes, pour vous dire pourquoi cette association a vu le jour. Dans un deuxième temps, vous parler d'une des missions de cette association qui est l'accompagnement des femmes victimes de violences. Et dans un troisième temps, vous parler de ce passage que j'avais intitulé, je crois que c'était l'intitulé exact du texte qui vous a été distribué, de l'emprise à la liberté. Donc trois temps, un premier temps un peu historique, qui reprend la fin du XXe siècle et le début de ce siècle-là. Un deuxième temps plus axé sur la problématique, le sujet des violences faites aux femmes, et un troisième temps pour conclure sur l'idée du passage. Alors, je reprends dans les années 60, parce que quand même, les années 60 ont vu un arsenal législatif important qui a vu la fin de la puissance paternelle, qui a vu la possibilité les plus anciennes d'entre les années 60, donc la fin de la puissance paternelle, et je le disais, pour les femmes les plus anciennes d'entre nous, la possibilité d'ouvrir un compte en banque sans demander l'autorisation de son mari, la possibilité d'exercer un travail sans demander l'autorisation de son mari, et puis mai 68, l'ébullition de mai 68 et la création du mouvement de libération des femmes, avec beaucoup d'humour. On se souvient peut-être évidemment des changements qu'a amené cette époque, mais on se souvient peut-être moins bien de ce moment à la fois très fort mais aussi drôle des femmes qui sont allées en août 1970 déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu en disant « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, c'est sa femme ».
Et c'était très intéressant parce qu'on est dans une époque où les femmes sont invisibilisées. Elles sont importantes dans la sphère domestique, mais très peu visibles dans la sphère publique. Très peu de femmes sont députées, très peu de femmes sont chefs d'entreprise. Elles ont voulu, avec ce geste et cette phrase, marquer ce changement dans la vie. D'autres slogans étaient aussi très, très drôles sur la place des femmes. J'enlève mes lunettes. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. C'était quand même assez drôle, mais voilà, ça montrait bien que les femmes pouvaient vivre sans être obligatoirement la femme de quelqu'un, ou la fille de quelqu'un, ou la mère de quelqu'un. C'est aussi ces années-là, la loi Neuwirth, l'arrivée de la contraception. Je parlais des femmes protestantes, mais la maternité heureuse, l'ancêtre du planning familial, ce sont aussi des protestantes qui l'ont créé. Et je crois que c'est important de se rappeler l'engagement des femmes protestantes pour l'égalité, pour le droit des femmes. Et pour ma part, c'est sans doute pas la seule explication, mais je pense que le fait que les filles protestantes aient été éduquées depuis la Réforme, parce qu'elles avaient à lire la Bible, a participé à l'importance de la place des femmes dans la société. Alors, ça ne suffit pas, et je pense qu'au XIXe, un certain nombre de femmes protestantes restaient à leur place, c'est-à-dire mères de famille et sans parole publique. Et puis aussi les femmes pasteurs, quand même. Alors, les années 60. Fin des années 70 et création des premiers CIDF, qui à l'époque s'appelait plutôt Centre d'information féminin. Ils n'ont pas fait partie de cette mouvance révolutionnaire du MLF. Ils ont plutôt accompagné un changement de société qui était voulu par l'État. Et pour vous montrer peut-être le décalage qu'il peut y avoir entre le MLF et ce qu'on a appelé le féminisme institutionnel que sont les centres d'information sur les droits des femmes, c'est qu'ils ont été créés, c'était la volonté de Jacques Chaban-Delmas, qui n'était pas un révolutionnaire, mais qui était un homme qui voulait que la société évolue. Et il a pris conscience dans les années 70, donc il était Premier ministre de Georges Pompidou, il a pris conscience de cette forme d'attente des femmes pour prendre leur place dans la vie de la cité, de la place des femmes aussi dans le système scolaire. Elles allaient à l'université, mais une fois diplômées, très souvent, elles retournaient à un statut de mère au foyer, avec de la frustration, avec peut-être le désir de vivre autrement. Ça, c'est pour les femmes éduquées, et pour les femmes qui n'avaient pas eu la chance de faire autant d'études. On s'est rendu compte à ce moment-là, dans les années 70, que les femmes connaissaient très peu leurs droits, et que la première possibilité de pouvoir exercer un droit, c'est d'abord d'en être informé, de le connaître pour le faire valoir. Donc Jacques Chaban-Delmas fait faire une grande enquête au niveau national. Je crois qu'il y a 5000 associations féminines, on ne disait pas féministes, mais féminines, pardon, qui ont participé. Et c'est à partir de cette grande enquête qu'est apparu criant ce besoin d'information sur les droits, et là sont nés les premiers centres d'information féminins dont est issue l'association que je préside aujourd'hui. Pourquoi elles ne sont pas dans la mouvance féministe? Eh bien pour cette raison toute simple, c'est qu'elles ont été voulues par l'État, elles assurent une mission d'intérêt général et elles sont subventionnées par l'État. Donc vous voyez bien que ça peut être difficile d'avoir des positions très radicales quand votre financeur est l'État. Et en particulier, c'était Françoise Giroud, la première secrétaire d'État à la condition féminine,
puis des secrétaires d'État aux droits des femmes, quelquefois des ministres de plein exercice, mais pas souvent. Et encore aujourd'hui, malheureusement, ce ministère-là n'est pas le ministère le mieux pourvu, on va dire, le plus riche et le plus connu des ministères des différents gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui se sont succédés depuis les années 70. Alors, aujourd'hui, dépendre. Aujourd'hui, être reconnu d'intérêt général, avoir une mission d'intérêt général et être reconnu comme faisant partie de ce féminisme institutionnel n'a jamais empêché Christiane Delteil, qui m'a tout appris sur le... Elle n'est pas là, mais elle m'a envoyé un petit mot en me disant qu'elle regrettait de ne pas être là. Elle a été présidente du CIDFF pendant 20 ans, ce qui n'est pas rien. Moi, c'est ma 4e année. Ni elle ni moi ne nous sommes censurés quand nous avions des choses à dire sur la situation des femmes. Nous avons toujours innové quand ça nous paraissait pertinent d'aller à la rencontre des femmes en milieu rural, des femmes en situation de monoparentalité, des femmes isolées pour telle et telle raison. Et nous avons pu soutenir une fonction de plaidoyer, dire aux personnes qui nous financent, donc l'État, mais aussi le département, la mairie, les mairies, un certain nombre de financeurs publics, ce fait d'avoir cette mission d'intérêt général ne nous a jamais cloué le bec, si on peut le dire de cette façon-là. Et c'est important de pouvoir le dire, parce que si vous suivez un peu l'actualité internationale, vous voyez que, en particulier aux États-Unis, un certain nombre de mots, un certain nombre de sujets de recherche, et parmi eux, la question du genre, la question des femmes, les questions LGBT, ne peuvent plus être prononcées et ne peuvent plus être financées. Vous avez peut-être vu aujourd'hui que, heureusement, Harvard résiste et n'enlève pas les sujets de recherche qui ne plaisent pas au pouvoir. Et ça me fait dire que même si nous ne sommes pas dans la situation d'Artémisia ou de Suzanne ou de Ruth, il faut se souvenir que les droits des femmes, qui sont un acquis récent, l'égalité entre les femmes et les hommes est un acquis récent. Pour autant, il est nécessaire d'être vigilante. Et ça, Simone de Beauvoir nous le disait déjà en 1949, au moment où elle a écrit le Deuxième sexe, et elle disait, et c'était prémonitoire, « Il suffira d'une crise économique, d'une guerre, pour que les droits que vous croyez acquis soient remis en question. Vous devrez toujours rester vigilante. » Et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, tout à l'heure Florence Blondon parlait de l'Afghanistan, mais il y a aussi l'Iran, il y a aussi maintenant les États-Unis, il y a aussi la façon dont les femmes ukrainiennes ont été maltraitées et violées par les soldats. On sait que la situation des femmes, quand il y a des guerres, est souvent considérée comme un butin de guerre et que le viol est une arme de guerre. Donc je crois que même si nous vivons dans un pays où l'égalité est érigée entre les femmes et les hommes est érigée en principe, il est important de se rappeler que ce n'est pas acquis pour toujours. Bon, je n'ai pas suivi le plan que j'avais préparé, mais ce n'est pas grave. Peut-être vous donner maintenant ce panorama brossé depuis la création du premier centre d'information féminin en 1982 par Myriam Moucheboeuf, qui est devenu en 2005 centre d'information sur les droits des femmes et des familles de l'Hérault, qui s'appelle toujours comme ça,
un nom absolument imprononçable, CIDFF. Le nom est imprononçable, mais les missions sont toujours claires, c'est toujours favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes et lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Donc ces missions-là, elles sont les mêmes depuis la création du CIDF. Après, ce sont les moyens d'action, les missions qui vont se déployer, qui peuvent changer de forme, mais sur le fond, les missions restent les mêmes. Nous sommes encore là en 2025, ce qui veut dire que l'égalité qui est dans la loi, elle n'est pas encore là dans la réalité. Je lisais tout à l'heure le dernier état des lieux de l'égalité entre les femmes et les hommes. On a toujours 24% de différence de salaire en moins pour les femmes. Le travail domestique est en grande majorité effectué par les femmes, etc., etc. Et les violences ne diminuent pas, quels que soient les efforts des associations et des pouvoirs publics qui luttent contre ces violences. Donc le CIDF aujourd'hui, c'est une association qui est importante. Au moment de sa création, il y avait une personne à mi-temps et puis des bénévoles. Aujourd'hui, une trentaine de salariés, une quinzaine de bénévoles, 50 points d'information dans tout le département de l'Hérault pour être au plus près de celles qui en ont besoin, de celles et de ceux qui en ont besoin, parce qu'au CIDFF, on ne reçoit pas que des femmes, je vous l'expliquerai plus tard. Et chaque année, entre 15 000 et 16 000 personnes qui sont informées par le CIDF. Certaines personnes sont informées, viennent chercher une information sur leurs droits. D'autres personnes vont être accompagnées, et je reparlerai des passeuses dont il a été question tout à l'heure. Il y a beaucoup d'échos entre ce qu'a dit Florence Blondon tout à l'heure et ce que j'avais prévu de vous dire, ce que j'ai prévu de vous dire. Il y a des mots comme ça qu'on retrouve. Ces actions que mène le CIDF, bien sûr, c'est d'abord l'information sur les droits, mais ça ne suffit pas. Quand vous habitez dans un village à 30 km de Montpellier, que vous voulez vous séparer, on vous informe sur vos droits. Mais encore faut-il rencontrer un avocat, aller au palais de justice, se poser la question de comment je vais vivre si je suis séparée et que je n'ai jamais travaillé. Et puis peut-être que dans ce mariage, j'ai vécu des violences, des agressions verbales ou d'autres formes de violence. Je ne me sens pas bien, j'ai besoin d'être aidée pour retrouver une vie pleine et entière, une vie libre. Le CIDF a vraiment toujours pensé l'accompagnement de façon globale et transversale. L'information, je dirais que c'est le squelette, c'est la colonne vertébrale, c'est ce qui fait tenir debout, mais tout autour, eh bien, c'est l'accompagnement vers une formation professionnelle pour des femmes qui n'en ont pas, vers un emploi pour des femmes qui avaient travaillé, qui ont arrêté de travailler, du soutien psychologique pour celles qui sont fragilisées par la situation de vie qu'elles ont vécue. Ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être toutes sortes de difficultés. Donc le CIDF aujourd'hui a vraiment cet accueil inconditionnel, gratuit, pour toutes les femmes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur situation. Elles peuvent pousser la porte et venir demander de l'aide, de l'information, de l'accompagnement. On reçoit aussi des hommes dans un service dont je n'ai pas parlé jusqu'ici, qui s'appelle la médiation familiale, parce que quand on se sépare, en général, on est deux, et quand un couple se sépare, c'est important de préparer l'après, et de préparer l'après en tenant compte de ce qui est le cœur de métier des CIDF, de cette égalité. On sait que la séparation appauvrit les femmes. Elles tombent très souvent sous le seuil de pauvreté après séparation.
On sait que très souvent, elles élèvent seules leurs enfants. Elles se retrouvent donc en situation de monoparentalité, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir à retrouver un travail quand on doit tenir compte des vacances qui se renouvellent régulièrement, on le sait, ça vient de commencer, les horaires scolaires. Donc ce travail-là de préparation à la séparation, on le fait au CIDFF avec ce qu'on appelle des médiatrices familiales qui sont formées pour être extrêmement vigilantes pour qu'il y ait égalité. Égalité dans le partage des biens, égalité dans l'exercice de l'autorité parentale. Pourquoi est-ce que dans la plupart des séparations, ce sont les mamans qui ont les enfants pendant la semaine? Ça veut dire s'occuper des devoirs, ça veut dire pas tellement prendre le temps de jouer avec les enfants parce qu'on est prise dans les contraintes de la vie quotidienne, et les papas qui ont les enfants le week-end et là peuvent jouer, peuvent les amener au parc, au sport, etc. Donc les médiatrices familiales chez nous sont des médiatrices familiales sûrement pas neutres, et ça c'est un grand débat que nous avons, parce qu'elles sont très attentives à cette égalité, et la neutralité, je crois profondément, la neutralité renforce le fort et affaiblit le faible. Donc elles sont impartiales, elles donnent à chacun ce qui lui revient, mais ce qui est sous-tendu, c'est cette pensée féministe de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je suis bien d'accord avec ce que disait Françoise Blondon pour dire que les hommes et les femmes ont tout à gagner dans cette recherche de l'égalité. Donc voilà ce que fait le CIDF aujourd'hui, présenté de façon assez succincte. Le vif du sujet, c'est peut-être ce qui est le plus difficile, c'est la question des violences faites aux femmes. Je crois que depuis la création du CIDF, même si c'était probablement un impensé dans la société, quelque chose qui devait rester dans le secret de la sphère intime, conjugale, avec beaucoup de honte, de culpabilité, les professionnels du CIDF ont très vite été confrontés à cette situation de femmes qui envisageaient de se séparer en raison des violences qu'elles subissaient dans leur couple. Donc ça a été un des combats de Christiane Delteil, qui a été vraiment une des premières à porter ce combat contre les violences faites aux femmes. Et je me souviens que dans les années 90, elle allait dans les commissariats de police pour former les policiers et dans les gendarmeries pour former les gendarmes, pour qu'ils apprennent à entendre ce qui se disait, à ne pas le traiter comme un conflit qui allait se régler sur l'oreiller, c'est souvent ce qu'on disait aux femmes, mais qu'il y avait quelque chose de grave et qui était de l'ordre d'une infraction pénale. Et si elles allaient à la police ou à la gendarmerie, c'est bien parce qu'elles avaient l'intention de déposer une plainte. Ce sujet, il est difficile parce qu'il reste encore beaucoup moins. Il reste encore secret. J'en veux pour preuve la difficulté qu'on a dans beaucoup de milieux, dans les églises, dans le milieu de la culture. On l'a vu récemment avec le procès de Depardieu, mais partout, dans l'éducation. Cette parole, elle est difficile à dire, et peut-être elle est difficile à dire parce qu'elle est difficile à entendre. Moi, je crois que les femmes, elles ont essayé de parler depuis longtemps. Artémisia, elle a parlé à travers son art. Elle a montré, je pense au tableau Suzanne et les vieillards, où on voit Suzanne qui a peur. Elle a su décrire la peur qu'elle-même avait sans doute vécue quand elle a été violée par son maître. Mais personne ne l'avait vraiment entendu.
La seule solution, ça a été tu te maries avec ton violeur, ce qui, il faut le dire, existe encore. Et il y a quelque temps, une jeune femme marocaine a préféré se suicider plutôt que d'épouser son violeur. C'était la façon de restaurer l'honneur de la famille. On pousse la jeune fille à épouser son violeur. Donc c'est un sujet difficile parce que aussi nos oreilles, les oreilles des citoyennes et des citoyens de ce pays ne sont pas toujours prêtes à entendre cette violence. On a tendance à la minimiser, à la banaliser ou au contraire à la dramatiser, et c'est important d'être au plus juste de ce qui se dit. Les violences, elles peuvent être de toute forme. C'est à la fois la traite des êtres humains, c'est les mutilations sexuelles pour surtout les femmes de la ceinture subsaharienne, c'est les agressions sexuelles et les viols, et c'est la violence dans le couple. Je ne vais pas faire un panel de toutes ces formes de violence, simplement pour la violence dans le couple, vous dire que ça touche environ en France 400 000 femmes chaque année, et que sur les dernières statistiques que j'ai en ma possession, qui sont de 2023, 100 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint, presque 400 ont vécu des tentatives de meurtre, mais s'en sont sortis, et s'en sont sortis aussi parce qu'on a des réponses maintenant judiciaires qui sont différentes de celles qui existaient il y a une vingtaine d'années. 700 femmes ont fait des suicides réussis ou des tentatives de suicide à la suite des violences qu'elles avaient subies ou qu'elles continuaient à subir. Donc le total, ça fait presque 1281, le chiffre exact, femmes qui sont soit mortes, soit qui ont failli mourir au cours d'une année en raison des violences conjugales. Donc, la question de la mort, dont on a aussi parlé tout à l'heure, elle est présente et c'est ce qui fait que ce sujet est difficile parce que les professionnels sont obligés de penser que si on ne fait rien, cette issue ultime peut advenir. Alors évidemment, tout le travail de l'accompagnement va viser à éviter d'en arriver à ce stade ultime. Ce qui rend les choses difficiles, ce qui a rendu longtemps les choses difficiles, c'est que la plupart des professionnels ont eu tendance d'abord à ne pas voir. Je me souviens quand j'ai commencé à travailler, alors avant d'être présidente de cette association, pendant 20 ans, j'y ai travaillé comme psychologue pour accompagner des femmes victimes de violences. Et je me souviens d'avoir fait une intervention auprès de médecins gynécologues et qui m'ont dit « mais nous, on n'en voit jamais des femmes victimes de violences ». Et je leur ai expliqué ce qu'était la différence entre la violence et le conflit. Je leur ai expliqué quels étaient les signes d'alerte. Dans le mois qui a suivi, certains sont revenus me voir en me disant « ben oui, on en voit ». Mais on peut être tellement aveuglé par nos représentations, et les gynécologues, la grossesse pour eux est un moment où les femmes doivent être heureuses, épanouies, l'arrivée d'un enfant, ne pouvaient pas penser que ce moment-là, justement, était le moment le plus à risque pour que des violences se produisent. Pourquoi ? Parce que la violence, c'est le fantasme, c'est la volonté que l'autre vous appartienne complètement. Et comme l'autre nous échappe, la violence est une façon de le contrôler pour le faire rester dans ce rôle, dans cette fonction dans laquelle on voulait qu'il soit. Et c'est très différent du conflit. Le conflit existe dans toute relation humaine et en particulier dans les relations conjugales. Mais le conflit, il s'inscrit dans une relation égalitaire. Un coup, je gagne, un coup, je perds. Je veux aller à la montagne, tu veux aller à la mer, eh bien on ira peut-être à la campagne, ça s'appelle le compromis, et c'est ce qui fait que les couples peuvent durer ou se séparer,
parce que il y a des désaccords qui persistent, mais sans que l'un ait peur de l'autre et sans que les rôles soient assignés pour toujours dans des places dont on ne peut pas sortir. Dans la violence conjugale, on est dans une relation totalitaire. Un commande et l'autre doit obéir. C'est un système autocratique et c'est un système qui s'auto-entretient d'une façon que je vais essayer de vous décrire très, très simplement, qui a été décrit pour la première fois par des Québécois qui sont très souvent en avance sur les questions de société par rapport à nous, Français. Et une chercheuse québécoise, à la fin des années 70, a modélisé ce qu'elle a appelé le cycle de la violence. Et quand on comprend ce cycle, on comprend aussi à quel point il est difficile d'effectuer ce passage qui permettrait de sortir de la violence pour aller vers la vie. Ce cycle de la violence, il se construit d'une façon très particulière qui commence par un état de tension. Mais des états de tension, dans des vies conjugales, il peut y en avoir souvent. On a des difficultés professionnelles, on les ramène à la maison, les enfants sont insupportables, on a un manque d'argent, des tensions, il y en a. Dans un couple dans lequel il y a de la violence, la tension va se résorber par un passage à l'acte, qui peut être un passage à l'acte physique, un passage à l'acte verbal, un passage à l'acte sexuel, un passage à l'acte économique ou administratif. Je m'explique. Passage à l'acte verbal, c'est tu es une imbécile, tu ne vaux rien, tu es folle, reste à ta place. Un passage à l'acte physique, c'est une gifle, c'est un crachat, c'est tirer les cheveux, c'est bousculer, c'est donner un coup de couteau éventuellement. Un passage à l'acte sexuel, c'est une relation sexuelle non consentie, y compris dans le cadre conjugal, c'est un viol, et ça, la loi l'a bien acté. Mais les femmes que j'ai reçues pendant longtemps me disaient « mais le devoir conjugal m'oblige », alors que le devoir conjugal n'existe pas. C'était resté dans les représentations qu'elles avaient de ce qu'était se comporter en bonne épouse. Vous voyez que le 19e a laissé des traces qui persistent longtemps. Donc, le passage à l'acte administratif ou économique, administratif, c'est très simple. Les femmes étrangères qui se sont mariées avec quelqu'un qui était en situation régulière, le conjoint dit « si tu bouges, si tu parles de ce qui se passe, tu vas retourner dans ton pays d'origine parce que c'est grâce à moi que tu as la possibilité de rester dans ce pays ». Ce qui est faux, mais elles ne le savent pas, d'où l'importance de l'information sur leurs droits. Et économique, c'est aussi priver une femme, quelquefois, qui travaille, je l'ai vu, des femmes qui travaillaient et qui ne voyaient pas du tout le fruit de leur travail, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de compte en banque à leur nom, pas de carte bleue, l'argent de la caisse d'allocation familiale était sur le compte du mari et devaient rendre compte au centime près de tout ce qu'elles achetaient. Donc il y a différentes formes de violence, et ça c'est important de le savoir parce que pour les victimes, mais comme aussi quelquefois pour le grand public, la violence c'est de la violence physique. Mais la violence physique n'est que la partie visible de l'iceberg. Quand la violence physique arrive, c'est que les autres formes de violence ont été inopérantes ou pas suffisantes pour qu'elle reste à sa place selon ce que souhaite son conjoint. Donc, après ce passage à l'acte, jusque-là, vous allez me dire, ça ressemble à n'importe quelle agression. Je sors dans la rue, il y a quelqu'un qui me bouscule, je réplique et il me donne un coup de poing. Il y a une montée de tension et il y a un passage à l'acte. Ce qui est très particulier dans les violences conjugales, c'est que dans les 48 heures qui vont suivre ce passage à l'acte violent, il va y avoir un transfert de responsabilité. C'est-à-dire que l'agresseur va dire à la victime, à la personne agressée, « mais c'est de ta faute,
Si tu avais couché les enfants, je n'aurais pas été énervée et je n'aurais pas été obligée de t'insulter ou de te taper. Si tu n'étais pas sorti alors que je te l'avais interdit, je n'aurais pas été obligée de... Et ce transfert de responsabilité va être accepté par la victime. Et une fois que la victime l'aura accepté, ce conjoint qui avait été violent va redevenir le prince charmant qu'elle avait rencontré, puisqu'il aura eu gain de cause, qu'elle sera restée à sa place et elle redeviendra celle qu'il avait choisie, qu'il avait aimée, même si c'est une forme d'amour qui s'apparente plutôt à la possession qu'à de l'amour véritable. Donc ce cycle de la violence qui a été décrit par les Québécois montre bien qu'on n'est pas du tout dans le même registre que le conflit. Et moi je rajouterai aussi, toujours pour rester dans la notion du passage, que ce cycle-là, comme il se répète et comme il s'aggrave, il devient une spirale. Et une spirale, ça fait ça. Et quand on est pris dans une spirale, c'est comme si on était pris dans un tourbillon, on s'enfonce dans quelque chose qui va devenir de plus en plus difficile à écarter. Il va être de plus en plus difficile de sortir la tête hors de l'eau, de sortir de ce tourbillon. Bon, je vous ai parlé du cycle de la violence, je vous ai parlé de la définition de la violence. Un mot sur l'emprise. L'emprise, c'est une notion plutôt psychologique qui a été d'abord utilisée pour les sectes. L'emprise a été vraiment ce qu'on a connu dans les années 70, quand les gens, on disait il est sous l'emprise d'un gourou ou elle est sous l'emprise d'un gourou. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'emprise, je le décrirai de façon visuelle comme un cercle. Alors on retrouve cette image d'enfermement, mais il y a une notion nouvelle qui encore une fois nous vient du Québec, qui s'appelle le contrôle coercitif et qui me paraît plus intéressante parce que le contrôle coercitif, on va sortir de l'image du cercle et on va être dans la ligne, dans la liste. Le contrôle coercitif, c'est ce cercle, l'emprise, c'est ce cercle dans lequel la femme va être enfermée, va être isolée, va être aliénée. Et ça va poser un problème parce que quand il y a violence, il y a souvent, pas suffisamment, mais souvent une plainte, ou en tout cas une séparation, et les juges vont essayer de regarder ce qu'il en est de cette relation, parce qu'ils n'auront pas jugé de la même façon une séparation lambda, on ne s'aime plus, on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire ensemble, chacun reprend son baluchon et continue son chemin. Et les juges vont essayer de voir si dans cette relation de couple il y avait de la violence, parce que là, s'il y a de la violence, ils vont devoir protéger la victime. Et les juges sont très mal à l'aise avec cette notion d'emprise, parce que ce sont des juges, et ce n'est pas une notion juridique. Et de plus, avec la notion d'emprise, ils étaient obligés de regarder du côté de la femme, d'essayer de comprendre du côté de cette femme qu'est-ce qui pouvait justifier qu'elle était sous emprise. Alors par exemple, c'était qu'elle avait porté plainte et qu'elle l'avait retirée, c'était qu'elle avait essayé de se séparer, qu'elle était revenue, c'était qu'elle était ambivalente, c'était qu'elle prenait trop d'alcool, c'est que c'était une victime quand même un peu, on la sentait très fragile. Avec le contrôle coercitif, au contraire, et c'est ça qui me paraît intéressant, les juges vont regarder du côté de l'agresseur, du côté du mis en cause. Quels sont les actes qu'il a commis qui, mis bout à bout, peuvent faire penser que la conséquence va être une emprise. Ça peut être, je te donne la pension alimentaire, mais tu vas être obligé de venir la chercher chez moi, et puis je te la donne par petits bouts. Ça va être, je t'envoie des messages agressifs, où je mets sur Internet des photos intimes de toi que tu ne m'as pas autorisé à mettre, etc., etc. Chaque acte pris isolément peut être
assez anodins, mais pris ensemble, ils peuvent décrire cette volonté de contrôle du corps de l'autre, du contrôle de l'esprit de l'autre, du contrôle de la vie de l'autre. Alors, comment sortir de ce piège? C'est ma troisième partie, il me reste un quart d'heure. De l'emprise à la liberté, et c'est là où la notion de passage me paraît importante. Je vous propose de séparer ce temps de passage en trois temps. L'avant du passage, qui serait la préparation de la séparation, et le deuil de cette relation. Il ne faut pas oublier que dans une relation conjugale dans laquelle il y a de la violence, au début, il y a eu de l'amour. Au début, et un amour réciproque. Il y a eu aussi souvent un projet d'enfant qui continue à renforcer ce lien. L'idée de la séparation, elle est très difficile. La première demande que les femmes que je rencontrais venaient évoquer, c'est « mais sans doute il est malade et sans doute il faut le soigner ». C'était plus une demande de soins pour que ça redevienne comme avant, plutôt qu'une demande de séparation. Pour que la séparation puisse se faire, il faut d'abord que la souffrance soit plus forte que le lien qui les liait, et aussi que les professionnels aient pu, avec cette personne, déconstruire les stratégies de l'agresseur. Stratégies qui visent à isoler, à humilier, à dévaloriser, et montrer qu'elle est capable d'être une femme, d'être une mère, d'être une professionnelle, de pouvoir faire des choix par elle-même, même si c'est dans des domaines qui, au début, sont des domaines assez peu visibles. Donc il y a ce temps d'avant qui est un temps de mûrissement, je pourrais le dire comme ça, et c'est pendant ce temps-là peut-être que travailler au CIDF prend tout son sens, et être professionnel dans un CIDF prend tout son sens. Parce que il faut être dans la temporalité de la femme et pas dans la temporalité du monde ou des professionnels. C'est-à-dire, quand je vous ai décrit le cycle de la violence, il y a un moment où la personne peut venir demander de l'aide. C'est juste après un passage à l'acte. Il m'a cassé le bras et je m'étais dit que ça c'était trop, c'était le jet de trop. Là, je veux vraiment faire quelque chose. Mais si vous arrivez au moment où il y a cette lune de miel, cette rémission, et tout redémarre comme avant, c'est pas avec le professionnel que les choses vont se passer. Donc il faut être là au moment où elle demande de l'aide. Ça veut dire une disponibilité et une écoute. Et c'est la victime qui va décider du temps au moment où elle veut parler. Important aussi de ne jamais être dans l'injonction. Trop de gens le sont, et d'abord, le conjoint violent l'est. Tu dois faire comme ceci, tu ne dois pas faire comme cela. Ne jamais être dans l'injonction, ne jamais dire tu dois aller porter plainte. Parce que la plainte, c'est une des possibilités, mais ça sera une possibilité si elle le décide. Elle peut faire autrement et le professionnel devra respecter ce choix. Ne pas être non plus dans la minimisation. Il suffirait de partir. Vous avez des parents qui vivent à 300 km de là, qui sont prêts à vous accueillir. Partez, fuyez, ça va être réglé. Or, on sait, tout à l'heure je vous parlais des féminicides, de la centaine de féminicides chaque année, on sait que le moment le plus à risque pour qu'une femme soit tuée, c'est le moment où elle décide de partir. Et vous avez compris pourquoi? C'est parce qu'elle échappe. Elle échappe à cette emprise, à cette façon que le conjoint violent essaye de faire, pardon, je touche le micro, pour la maintenir à sa place. Et quand elle le quitte, lui, son monde s'effondre aussi. Donc, important que les professionnels
soient justes dans l'accompagnement qu'ils font. Ce temps-là, ce n'est pas un temps vide, parce que ce temps de préparation, la victime, elle va aussi essayer des stratégies. Elle va essayer de coucher les enfants pour qu'ils ne soient pas énervés. Elle va donc avoir des stratégies d'évitement, mais aussi des stratégies de riposte. Souvenez-vous de cette affaire qui a défrayé la chronique de Madame Sauvage, qui a tué son mari après 30 ou 40 ans de violences absolument horribles. Et un jour, elle a, je ne sais plus si c'était un fusil, je crois que c'était un fusil, et elle lui a tiré dessus. Donc la violence réciproque existe aussi, et ça peut être une réponse à la première violence. Ça peut être aussi tenter du soin. Le nombre de femmes que j'ai vues après avoir tenté des thérapies de couple, mais qui ne pouvaient pas marcher, parce que là aussi, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, on n'est pas dans une relation égalitaire. Donc une thérapie de couple avec un tout en haut et l'autre tout en bas, ça ne produit pas d'effet, et quelquefois même c'est nocif. Donc c'est important que le professionnel soit dans cette posture à la fois d'ouverture, mais je dirais presque, le mot n'existe pas, mais d'entr'ouverture, en tout cas de garder une porte entr'ouverte pour laisser à la personne la possibilité de décider par elle-même de pousser cette porte le jour où elle aura choisi de passer. Donc on revient sur cette idée de passage qui peut être une séparation symbolique comme une séparation réelle. Donc voilà ce qui mûrit pendant le passage. Le moment du passage, c'est un parcours. C'est pas je passe d'un état à un autre état et une feuille de papier nous en sépare. C'est un parcours qui va être semé d'embûches. C'est un parcours dans lequel la justice et le temps de la justice n'est pas toujours le temps que la victime souhaiterait dans une concordance avec son temps. Il y a la justice civile, la justice pénale, qui quelquefois aussi, c'est mieux, mais ne se parlent pas. Donc on peut avoir des discordances entre les deux types de justice. Mais je ne veux pas être négative, depuis 20 ans, la justice a fait d'énormes progrès. Il y a des mesures de protection immédiate pour les femmes. Il y a des mesures très pratiques qui sont des téléphones grave danger. Ça veut dire qu'elles peuvent appuyer sur un bouton si la personne qui les agresse est à proximité. Il y a des bracelets mis à la cheville de l'agresseur qui ne peut pas s'approcher au-delà de 300 mètres de l'endroit où est la victime, sinon ça sonne et la police intervient. Donc ça, c'est des réponses que les Espagnols ont inventées. Vous voyez, je fais un peu un tour, pas du monde, mais d'autres pays dont on s'est inspiré et que la France a mis en œuvre il y a maintenant une dizaine d'années. Donc les professionnels au CIDF sont là dans l'accompagnement juridique. Parce que comprendre ce que dit un avocat, ce n'est pas toujours simple. Comprendre que la plainte, d'abord elle passe par la police, puis elle est transmise au parquet, puis il va y avoir une enquête, puis la personne va être convoquée, etc. etc. Le travail va être fait aussi, si c'est nécessaire, par des conseillères en insertion professionnelle, parce que quand une femme sort d'une dizaine d'années de violence, elle a perdu toute confiance dans ses capacités professionnelles, même si elle avait un très bon niveau de formation, elle va penser qu'elle n'est plus capable de travailler, et quelquefois, physiquement, elle est amoindrie et elle n'est plus en capacité de travailler comme elle l'avait fait. Donc il y a tout un travail qui est fait par les professionnels de l'insertion professionnelle pour tenir compte des freins et des spécificités de cet accompagnement. Et puis les psychologues qui vont travailler sur la reprise de l'estime de soi, la confiance en soi, la revalorisation de la personne et sa capacité à faire des choix pour elle, éventuellement pour ses enfants. Et ces trois métiers, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire,
Jusqu'ici, je parlais d'un accompagnement. Je voyais les professionnels des CIDF comme des accompagnatrices, mais je pense que le terme plus juste est celui de passeuses, qui permettent d'aller d'un rivage connu, mais douloureux, à un rivage inconnu, mais porteur d'espoir. Dire qu'elles sont des passeuses montre bien qu'elles ne sont pas dans l'injonction, mais dans l'écoute et l'accueil de la parole de la femme victime en lui ouvrant des portes que celle-ci pourrait pousser et ouvrir, mais elle seule le peut, personne ne le fera à sa place, et cela est un enseignement majeur pour toute personne qui accompagne des victimes. Que le passage soit un temps et un lieu dangereux, nous le savons. Je vous le disais, c'est à ce moment-là que le risque de féminicide est le plus grand, mais c'est aussi le moment où le pas à franchir peut paraître trop grand, l'avenir trop incertain, ce qui peut amener des renoncements. Et on a coutume de dire dans l'accompagnement des femmes victimes qu'il faut 7 fois pour que ça réussisse. Ce qui est aussi une façon de ne pas se décourager quand une partie de l'accompagnement a été faite, mais que la personne retourne vers sa vie d'avant le passage. Ça veut dire aussi que quelquefois les réponses que nous apportons ne sont pas à la hauteur de ce qu'elle espérait. Quand on a une belle maison, même si le conjoint est violent, que les enfants vont dans une bonne école et qu'on vous propose un foyer d'hébergement qui est à 300 km de là, avec un confort minimum, on peut hésiter à faire ce pas, ce choix du passage. D'où l'importance de la permanence des professionnels, être là, dans le non-jugement, dans l'accueil de la personne, quand elle va se sentir prête à franchir ce seuil. Ce passage m'a rappelé l'image de la mue. Il faut bien que la chenille meure pour que le papillon vive et prenne son envol. Et je crois que cette image montre bien il faut qu'il y ait une sorte de mort à ce qui était avant pour qu'une nouvelle vie advienne. Et l'après, pour en finir, c'est la reconstruction, la refondation, c'est à la fois être la même, mais aussi la possibilité d'être une autre et de continuer son parcours de vie, un chemin qui sera fait d'autres passages. Le souvenir de ce passage si périlleux, de la violence qui enferme et qui immobilise, peut rendre tous les autres passages de la vie plus légers, justement parce qu'ils sont des passages, donc du mouvement, donc de la vie qui se renouvelle. Merci beaucoup.